Bonjour, aujourd'hui on va regarder de près un document vraiment clé, le projet de loi de finances du Maroc pour 2026, ce qu'on appelle le PLF 2026. Un budget, bon, c'est jamais juste des chiffres alignés, hein. C'est une histoire, c'est les choix, les ambitions d'un pays. C'est exactement ça. Et ce PLF 2026, il arrive à un moment, disons, charnière. Après des années un peu secouées, il essaye de trouver un équilibre entre la discipline budgétaire nécessaire et puis une vraie volonté d'investir, tout en gardant bien sûr un aspect social, hein. C'est un peu un numéro d'équilibriste, oui. D'accord. Donc notre idée ici, c'est de décrypter un peu ensemble ce qu'il y a derrière tout ça. Les messages importants, les conséquences possibles. On s'appuie pour ça sur une analyse assez poussée de la publication Eco-Business. Qu'est-ce que ce texte nous dit vraiment sur la direction que prend le Maroc en 2026? Alors, l'analyse d'Eco-Business, et notamment l'édito d'Adnan Benchakroun, elle résume bien la philosophie. C'est en 3 mots: assainir, investir, protéger. C'est intéressant comme approche. C'est pas l'austérité pure et dure, mais c'est pas non plus la relance à tout va. Ils appellent ça la consolidation active. Consolidation active, j'aime bien la formule. Oui, l'idée c'est de remettre de l'ordre dans les comptes publics, tout en essayant de stimuler l'économie et en ciblant mieux les aides sociales. D'accord. Alors, regardons le cadre général pour commencer. Les grandes prévisions macroéconomiques pour 2026. On vise quoi comme croissance du PIB, le produit intérieur brut? L'objectif affiché est de plus 4,6%, ce qui est ambitieux. Ah oui, 4,6%. Et côté finances publiques, le fameux déficit budgétaire. Là, l'objectif est de le ramener à 3,0% du PIB. Il était à 3,5% en 2025, donc c'est une amélioration. Et la dette? La dette du Trésor. Elle devrait se stabiliser. On parle d'environ 65,8-65,9% du PIB. Avec une inflation qu'on espère maîtriser autour de 2,0%. Mais tout ça, ça repose sur certaines hypothèses, j'imagine. Bien sûr, et des hypothèses assez optimistes, il faut le dire. Une campagne céréalière de 70 millions de quintaux. Ce serait une bonne année agricole. Un prix du gaz butane sur les marchés internationaux à 500 $ la tonne. Et puis une demande extérieure, ce que les autres pays achètent au Maroc, en hausse de 2,3%. Il y a aussi un élément de contexte important. Le Maroc a retrouvé sa notation Investment Grade récemment. Ça aide, non? Ah oui, énormément. C'est un signal de confiance très fort pour les investisseurs. Ça facilite l'accès au financement, surtout que le contexte mondial reste, disons, prudent. Une croissance mondiale modérée, une inflation qui baisse mais doucement. Donc cette crédibilité retrouvée, c'est un vrai plus. Bon, alors pour financer tout ça, l'investissement, le social, tout en réduisant le déficit, comment l'État compte remplir les caisses en 2026? C'est quoi le montant des recettes attendues? Le total des recettes ordinaires nettes s'est prévu à 432,8 milliards de dirhams. C'est une somme considérable. Et là-dedans, j'imagine que les impôts et les taxes, c'est la majeure partie. Oui, très largement. Les recettes fiscales devraient atteindre 366,5 milliards de dirhams. Ça représente à peu près 20% du PIB. Et ça se décompose comment en gros? Alors, vous avez les impôts directs, l'impôt sur les sociétés, l'IS, sur les bénéfices des entreprises, et puis l'impôt sur le revenu, l'IR, pour les particuliers, et ensuite les impôts indirects. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qu'on paye tous sur notre consommation, et l'éthique, les taxes intérieures de consommation sur des produits comme l'essence, le tabac. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des hausses d'impôts? C'est souvent la question que les gens se posent. Pas vraiment de hausse généralisée des taux, non. Pour l'IS, par exemple, les taux principaux ne bougent pas. 20% pour les PME, 35% pour les grandes, 40% pour les banques et assurances. La stratégie, en fait, c'est plutôt de continuer la réforme fiscale qui a été lancée il y a quelques années. La loi cadre 69-19. C'est ça. L'idée, c'est surtout d'élargir la base, c'est-à-dire faire en sorte que plus de revenus ou de transactions soient effectivement imposés et d'améliorer ce qu'on appelle la conformité, s'assurer que tout le monde paie ce qu'il doit. Et comment on fait ça concrètement? Il y a des mesures spécifiques? Oui, un outil qui revient souvent, c'est l'extension de la retenue à la source. C'est une sorte de prélèvement fait directement au moment de la transaction. Ah oui, par exemple? Par exemple, à partir de juillet 2026, quand une grande entreprise, une banque, une assurance ou une société avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dirhams, paie une prestation de service à un fournisseur, elle devra retenir une partie de l'impôt à la source. D'accord. Et l'objectif derrière ça? C'est clairement affiché
Lutter contre les fausses factures et s'assurer que l'impôt rentre plus tôt dans les caisses de l'État. C'est une manière de sécuriser les recettes. Donc, un focus sur la lutte contre la fraude, contre l'évasion. Ok. Et pour l'impôt sur le revenu, celui des particuliers, l'IR, ça bouge aussi? Là, on est plutôt sur des mesures pour le pouvoir d'achat. Ce qui avait été fait en 2025 est maintenu, comme le seuil de revenu non imposable à 40 000 dirhams par an. D'accord. La grosse nouveauté pour 2026, c'est l'exonération totale d'impôt sur le revenu pour les pensions de retraite de base. Ça commence dès janvier 2026. L'impact chiffré est assez important d'ailleurs. Ah oui, ça c'est une mesure concrète pour les retraités. Oui, il y a aussi d'autres petites mesures, par exemple pour encourager la formalisation de l'économie, comme une retenue à la source sur les loyers professionnels payés par les grandes entreprises. Mais attention, cette retenue est ensuite déductible pour le propriétaire qui déclare ses revenus, donc c'est plutôt une incitation à déclarer. Compris. Et la TVA? On avait beaucoup parlé de protéger les produits essentiels. Ça continue? Oui, l'exonération pour les produits de grande consommation, les produits de base, est maintenue. C'est un point important. Et on retrouve aussi ce mécanisme de retenue à la source, un peu comme pour l'IS, pour certaines prestations payées par les grandes entreprises. Toujours dans la même logique de conformité. Exactement. Et puis, quelques ajustements techniques, par exemple, pour le secteur agricole ou la récupération de déchets. L'idée générale, c'est on ne touche pas la TVA sur l'essentiel pour préserver le pouvoir d'achat, mais on cherche à mieux collecter la taxe là où elle est due. D'accord. Il y a aussi les TIC, les taxes intérieures de consommation. On a vu qu'elles rapportaient pas mal. Il y a des nouveautés là-dessus? Oui, surtout sur la traçabilité. Le marquage fiscal, c'est une sorte de timbre ou de code pour suivre les produits et lutter contre la contrebande. Ça va être étendu au gasoil et aux supercarburants en 2026 et plus tard en 2028 au gaz butane et propane. Ah oui, c'est un enjeu financier important ça. Oui, parce que l'éthique sur l'énergie et le tabac, ça représente des sommes considérables pour le budget. On a parlé des impôts, mais il y a aussi ce qu'on appelle les recettes non fiscales. 62,7 milliards, c'est pas rien, hein. Ça vient d'où cet argent? C'est un axe de plus en plus regardé, en effet. Une bonne partie vient des versements des grandes entreprises publiques, les EEP. Comme l'OCP? Oui, l'OCP pour les phosphates, c'est le plus gros contributeur souvent. Mais aussi la Banque centrale, Banque Almarib, ou l'agence qui gère le foncier, la NCFCC. C'est un débat récurrent d'ailleurs sur le juste équilibre entre ces versements au budget et la capacité de ces entreprises à investir elles-mêmes. Hmm. Et à part les EEP, Il y a un montant assez important, 20 milliards, attendu de ce qu'ils appellent les financements innovants. Là, l'idée, c'est que l'État essaye de mieux valoriser son patrimoine. Par exemple, en créant des fonds immobiliers, les OPCI, ou en titrisant certains actifs, c'est-à-dire en les transformant en titres financiers. Mais point important, sans offrir la garantie directe de l'État. l'État se transforme un peu en gestionnaire d'actifs, en quelque sorte. C'est un peu ça, et enfin, il y a aussi 6 milliards prévus de cessions de participation. L'État vendrait des parts qu'il détient dans certaines entreprises. C'est une façon de rationaliser son portefeuille. Donc, si on résume pour les recettes, on continue les réformes fiscales, on met le paquet sur la conformité et la lutte contre la fraude avec la retenue à la source, quelques coups de pouce sur l'IR pour le pouvoir d'achat, et on essaye de diversifier les sources de revenus avec les EIP et les actifs de l'État. C'est ça. Mais comme le souligne bien l'analyse, la clé du succès, ça va être l'exécution. Et la confiance. La confiance. C'est-à-dire, Même pour que les gens et les entreprises acceptent de payer leurs impôts, il faut des règles claires, une administration qui fonctionne bien, par exemple qui rembourse la TVA rapidement quand c'est dû, il faut une certaine prévisibilité. C'est ça le contrat de confiance dont parle l'article. d'accord, très clair. Passons de l'autre côté maintenant, les dépenses. Où va l'argent public en 2026? On a un total de 88,2 milliards de dirhams. Ouais. Et quand on regarde la structure, il y a un poste qui saute aux yeux, c'est l'investissement public direct, celui qui vient du budget général de l'État. Il continue d'augmenter fortement. On atteint presque 115 milliards de dirhams. 115 milliards. Ça représente quoi par rapport à l'économie? C'est environ 6,3% du PIB. C'est un effort vraiment significatif et en hausse par rapport à 2025. Et les dépenses de fonctionnement? Les salaires des fonctionnaires, le matériel, tout ça? Alors le fonctionnement, c'est 324 milliards. Dedans, la masse salariale est le plus gros morceau, à peu près 195 milliards. Ça fait 10,7% du PIB. Ce ratio, par rapport à la richesse nationale, il reste stable. Même s'il y a des augmentations de salaire liées au dialogue social et des créations de postes. Oui, le montant absolu augmente, notamment à cause de ça. Il y a près de 37 000 postes prévus, surtout dans l'éducation et la santé. Mais comme le PIB augmente aussi, le poids relatif reste stable.
Et les dépenses de matériel et autres services augmentent aussi, de façon assez nette d'ailleurs, pour faire tourner les services publics. Dans les dépenses, il y a aussi deux lignes qui évoluent de façon intéressante. Les intérêts de la dette, qui baissent un peu, et surtout la charge de compensation. Elle diminue beaucoup, non? Oui, la charge de compensation tombe à 13,9 milliards de dirhams. C'est une baisse très nette et c'est vraiment un point central de ce budget. Pourquoi? Ça veut dire quoi concrètement? Ça reflète un vrai changement de politique. On passe de subventions qui bénéficiaient à tout le monde sur certains produits. Le gaz butane, le sucre, la farine? Exactement. On passe de ça à des aides beaucoup plus ciblées. Donc l'État dépense moins pour maintenir artificiellement bas le prix de ses produits pour tout le monde. Même si un soutien reste nécessaire, notamment pour le prix du pain, pour la stabilité sociale. Et ce ciblage, il est rendu possible par les nouveaux outils dont on entend parler. Le RSU, le RNP... C'est tout à fait l'idée, oui. Le registre social unifié, RSU, et le registre national de la population, RNP, ce sont des bases de données qui sont censées permettre d'identifier plus précisément les ménages qui ont vraiment besoin d'aide. pour leur verser de l'argent directement. Voilà. Plutôt que de subventionner un produit, ce qui profite aussi à ceux qui n'en ont pas besoin, on donne une aide directe à ceux qui sont identifiés comme éligibles. C'est un changement majeur. Mais évidemment, tout dépendra de la bonne mise en œuvre de ces registres et des programmes d'aide qui vont avec. Ce n'est pas simple. Revenons à l'investissement. C'est clairement le gros moteur mis en avant. Le chiffre global qu'on entend partout, c'est 380 milliards de dirhams, en incluant l'État, les EEP, les collectivités locales, le fonds Mohamed VI. C'est énorme. C'est colossal, oui. Si on rapporte ça au PIB, on est autour de 21%. C'est un effort d'investissement public parmi les plus élevés au monde proportionnellement. Et qui investit quoi dans ces 380 milliards? Alors, les établissements et entreprises publiques, les fameux EIP, sont en première ligne. Ils portent près de la moitié, environ 180 milliards. L'État, via son budget et ses comptes spéciaux, c'est autour de 133 milliards net. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement, le FMCI, c'est 45 milliards. Et les collectivités locales, 22,5 milliards. Et parmi les EIP, j'imagine que ce sont quelques géants qui tirent la locomotive. Tout à fait. L'analyse d'EcoBusiness montre bien que quelques grands groupes concentrent l'essentiel de cet effort. On a déjà parlé de l'OCP dans les phosphates, mais il y a aussi l'ONCF pour les chemins de fer, l'ONE et les nouvelles sociétés régionales multiservices pour l'eau et l'électricité. Ces grands acteurs publics sont cruciaux pour les infrastructures du pays. Mais cet effort gigantesque, ça soulève aussi des questions, des défis. Lesquels? Oui, l'analyse pointe deux défis majeurs. Le premier, c'est la concentration géographique. C'est un problème récurrent. C'est-à-dire? Plus de 60% de l'investissement des EEP, par exemple, reste concentré sur seulement 3 régions. Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi. Réduire les inégalités entre les territoires, c'est un objectif affiché, mais dans les faits, c'est compliqué. La création d'un fonds de développement territorial intégré, c'est une tentative pour essayer de rééquilibrer un peu. D'accord. Et le deuxième grand défi? C'est le nerf de la guerre, l'exécution. EcoBusiness appelle ça le talon d'Achille. C'est bien beau d'annoncer 380 milliards sur le papier. Encore faut-il réussir à les dépenser efficacement. Exactement. Et dans les temps modernes, la capacité réelle à absorber ces crédits, à lancer et à réaliser les projets, elle se heurte à plein d'obstacles. Est-ce que les études sont vraiment prêtes ? Est-ce que le terrain est disponible? Les autorisations sont-elles obtenues? La coordination entre les acteurs, c'est souvent là que ça coince. On vote des budgets, mais la réalisation sur le terrain prend du retard. Et le gouvernement, il a des outils pour essayer de limiter ce risque? Pour pousser à une meilleure exécution? Oui, il y a des mécanismes. Par exemple, cette réserve de précaution de 15% sur les crédits d'investissement de l'État. En gros, une partie du budget n'est débloquée que si le projet prouve qu'il est prêt à démarrer. C'est une façon de ne pas bloquer de l'argent sur des projets qui ne sont pas mûrs. Il y a aussi une volonté d'annuler les crédits plus anciens qui n'ont pas été utilisés. C'est une question de discipline. Tout ça, l'ambition d'investir massivement, mais aussi l'objectif de réduire le déficit à 3%, de stabiliser la dette, ça pose la question de la soutenabilité. Est-ce que tout ça tient la route financièrement? C'est le grand pari de ce PLF 2026, oui. L'analyse d'EcoBusiness suggère que la structure de la dette marocaine actuelle donne quand même une certaine marge de manœuvre. Pourquoi? Comment elle est structurée, cette dette? Elle est surtout détenue localement, par les banques, les assurances, les caisses de retraite marocaines. Ça, c'est un facteur de stabilité. Elle est aussi majoritairement à long terme et surtout à taux fixe, ce qui la protège un peu des hausses de taux d'intérêt qu'on a vues au niveau mondial.
Du coup, la charge d'intérêt, ce que l'État paye chaque année, reste gérable. Et au-delà de la structure de la dette, est-ce que la façon dont le budget est géré évolue pour rassurer sur cette soutenabilité? Oui, c'est un point important. La réforme de la loi organique relative aux lois de finances, la LOF, elle continue. Il est question d'une nouvelle règle budgétaire. L'idée, c'est de ne plus regarder seulement le déficit de l'année, mais la trajectoire de la dette sur le moyen terme, pour ancrer la discipline dans la durée et renforcer la crédibilité. D'autres mesures de gouvernance? Oui, il y en a plusieurs. Étendre les règles de bonne gestion aux entreprises publiques qui ne sont pas dans le secteur marchand, renforcer le rôle du Parlement dans le suivi, utiliser cette fameuse réserve de précaution, clarifier les règles fiscales pour plus de prévisibilité, la transparence progresse aussi, même si le Maroc a encore une marge d'amélioration selon l'enquête internationale Open Budget, notamment pour publier plus régulièrement des rapports détaillés sur l'exécution du budget en cours d'année. On en revient toujours à cette idée clé, l'exécution, la réalisation concrète, un budget tenu, comme disait l'édito. C'est vraiment ça. Pas besoin d'être héroïque sur le papier, il faut être réaliste et efficace sur le terrain. La crédibilité se gagne là. Juste un mot rapide sur le commerce extérieur. Le budget prévoit une hausse des exportations et des importations. Et l'analyse parle d'une stratégie de protection intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, protection intelligente, ça veut dire utiliser les droits de douane de façon très ciblée, presque chirurgicale. L'idée, c'est de protéger certaines productions locales qui sont jugées fragiles face à la concurrence internationale, mais sans pénaliser toute l'économie ou créer des pénuries. Par exemple, Par exemple, on pourrait augmenter un peu les droits de douane sur certains types d'électroménagers bas de gamme importés ou sur des composants spécifiques où il y a une production locale à encourager. Et en même temps, on pourrait baisser les droits sur certains produits intermédiaires dont l'industrie locale a besoin. Ce n'est pas du protectionnisme généralisé, mais des ajustements fins. L'objectif reste de collecter environ 18,5 milliards de dirhams de droits de douane. D'accord. Alors si on essaie de faire une synthèse, l'esprit de ce PLF 2026, c'était assainir, investir, protéger. Comment ça se traduit concrètement, au final? Alors, assainir, c'est clair. Objectif de déficit à 3%, dette stabilisée. Protéger, ce sont les mesures sur l'impôt sur le revenu pour les salariés et les retraités, le maintien de la TVA à zéro sur les produits de base, et surtout ce passage de la compensation généralisée vers les aides directes ciblées via le RSU et le RNP. Et puis, investir, c'est cet effort massif de 380 milliards tiré par l'État et les entreprises publiques pour moderniser les infrastructures, l'eau, l'énergie, les transports, et essayer de booster la croissance. Mais au-delà de ces grands objectifs, qu'est-ce que ça pourrait changer dans la vie tous les jours des gens, des entreprises? Est-ce que la croissance annoncée de 4,6% va vraiment créer des emplois? Ça dépendra si l'investissement arrive bien jusqu'aux PME. Est-ce que la baisse de la subvention sur le gaz butane ou le sucre sera bien compensée par les aides directes pour les familles qui ont droit? Est-ce que l'effort demandé sur la conformité fiscale sera perçu comme juste, équilibré par les allègements sur l'IR? Et surtout, est-ce que l'investissement massif va se voir sur le terrain? C'est la question fondamentale. Est-ce que ça va se traduire par de meilleures routes, de meilleurs hôpitaux, des écoles mieux équipées, un meilleur accès à l'eau? C'est ça qui compte au final. Donc la vraie mesure de succès, elle sera moins dans les chiffres votés que dans l'expérience vécue au quotidien. La qualité de l'exécution, c'est vraiment le mot-clé. Est-ce que les entreprises vont recevoir leur remboursement de TVA à temps? Est-ce que les grands chantiers vont avancer sans blocage? Est-ce que les services publics vont réellement s'améliorer grâce à ces milliards investis? C'est sur ce terrain-là que ce budget sera vraiment jugé. Donc ce PLF 2026, il dessine une trajectoire qui est ambitieuse, c'est clair, mais sur un chemin assez étroit entre la discipline budgétaire et la volonté de relance. L'intention est là, mais la mise en œuvre s'annonce complexe. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour finir. La vraie question pour 2026, ce n'est peut-être plus tant de savoir combien de milliards sont inscrits dans les lignes du budget. C'est plutôt de savoir à quelle vitesse, et surtout avec quelle qualité, ces chiffres vont devenir une réalité concrète, tangible pour les Marocains, pour les entreprises. Est-ce que l'histoire de ce budget s'écrira surtout dans les rapports administratifs, ou est-ce qu'elle s'écrira dans l'amélioration réelle du quotidien, des infrastructures, des opportunités économiques? C'est vraiment l'exécution et la perception qu'en auront les citoyens qui sera le juge de paix de ce PLF 2026.